Ah, ça y est, ça sent bon la reprise de la Formule 1. As a présenté sa VF23 ce mardi, Red Bull en fera de même vendredi. D'ailleurs, je serai en live sur la chaîne Twitch de Canal+ Sport pour en parler. Lien dans la description, je vous attends nombreux. À la fin du mois, on a les essais hivernaux. Dans un mois, quasiment jour pour jour, c'est le premier Grand Prix. Du coup, c'est pile le moment pour spéculer, pour aborder les différents concurrents de la saison 2023. Et le candidat peut-être le plus sexy à l'heure actuelle, c'est sûrement Mercedes. La même vidéo il y a un an aurait sûrement commencé par une longue tirade sur leur domination, sur leur perfection permanente. Oui, mais 2022 a été un échec pour Mercedes. Être troisième du constructeur, ne pas jouer le titre et ne gagner qu'une seule fois, oui, c'est un énorme échec pour Mercedes et c'est en grande partie à cause d'un design osé, on l'a vu, sans ponton. Vu chez aucun autre concurrent, ça a provoqué beaucoup de problèmes. À commencer par un retard sur les meilleures voitures, ce n'était pas la meilleure conception, mais surtout à cause du marsouinage, ce rebond causé par la nouvelle philosophie aéro des voitures, l'effet de sol. Au-delà d'être incompréhensible et inconfortable pour les pilotes, ce qui rend les setups compliqués à régler, il perturbe le comportement des voitures, surtout dans les virages rapides, ce qui oblige à des casse-têtes. Il a fallu sans cesse faire des tests et des compromis, notamment sur la hauteur de caisse, ce qui a affecté le potentiel de la W13. Constat d'échec clair donc, mais aussi pas mal de positifs, avec une unité d'équipe à toute épreuve, une incroyable capacité à assurer, un seul abandon mécanique sur toute la saison, des résultats maximisés 80% du temps, un duo de pilotes formidable. Malgré tout, il reste une machine, un modèle, une véritable institution, peut-être la plus grande de la Formule 1 avec Red Bull. Le plus impressionnant, c'est la remontée en termes de performance sur Ferrari et Red Bull. Ils finissent la saison dans leurs bottes. Tout le développement a donc tiré dans le bon sens, sans se saigner en vue du futur. En fait, chez Mercedes, tout le monde a fait une saison absolument exceptionnelle, sauf la voiture. Et puis en plus, ils finissent reboostés, le doublé d'Interlagos a validé les longs mois d'efforts, ils croient dur comme fer en leur force, ils ont encore le couteau entre les dents après 2021, bref, la dynamique est splendide en vue de 2023. Justement 2023, parlons-en, quelle stratégie faut-il adopter ? À force de continuer avec leur concept sans ponton, ils ont fini par lui faire atteindre un niveau de performance très satisfaisant, assez pour se demander si son fameux potentiel n'est pas effectivement supérieur à celui des autres équipes. C'est l'énorme dilemme dans lequel ils se trouvent. Faut-il tout reprendre à zéro ou persévérer ? Je pense que de leur côté, avec toutes les données accumulées, ils ont une idée très claire de la réponse, mais ils nous laissent volontairement dans le flou cet hiver. Toto a déclaré tout et son contraire, il entretient le mystère, ce qui crée une énorme hype et brouille les pistes pour les adversaires. Bref, ils sont clairement le facteur X de 2023. Je les imagine bien revenir à une sorte d'hybride, revenir à des pièces plutôt conventionnelles à certains endroits, mais garder une base sans ponton. C'est mon pari, je pense qu'ils croient dur comme fer dans ce concept. Il faudra en être sûr et avoir réglé tous les détails concernant le marsouinage. D'autre part, et c'était beaucoup revenu dans les commentaires de ma vidéo sur le règlement F1 2023, une vidéo d'ailleurs qui a superbement bien marché, c'était fou, je vous en remercie. On apprenait dans cette vidéo que va y avoir une directive technique qui veut empêcher le marsouinage. La FIA a en effet décidé d'un rehaussement du bord des planchers de 15 mm de hauteur, car on le sait, moins les F1 sont proches du sol, moins elles rebondissent à cause de l'effet de sol et de l'aéro. Un changement qui, en théorie, sur le papier, va permettre à Mercedes d'être moins vulnérable, tout en voyant les autres perdre de la performance. Sur le papier, encore une fois, c'est effectivement une idée qui va plutôt pallier à certaines de leurs difficultés, mais c'est trop dur de statuer là-dessus fermement. Beaucoup de paramètres rentrent en jeu, ça va au-delà de ça, et personne n'a vraiment compris à 100% le marsouinage, sauf Adrian Newey. Il n'empêche que je ne suis vraiment pas fan de cette mesure, car elle va impacter très différemment toutes les équipes. Ceux qui arrivent à rester proches du sol sans dépasser la mesure maximale d'oscillation, de marsouinage,
eh bien, ne méritent pas d'être pénalisés et de remonter leur caisse. Dernier point technique, Mercedes va devoir trouver des solutions pour son moteur qui a déçu. On rappelle que les moteurs sont gelés jusqu'en 2026, mais on peut introduire des améliorations de fiabilité et par ce biais, on sait que les équipes ont la possibilité de changer un petit peu leur performance. Et en vrai, c'est super important parce qu'en Formule 1, de tout temps, on ne peut pas gagner sans avoir le meilleur moteur ou au moins un moteur capable de rivaliser avec le meilleur. Et là-dessus, Mercedes pêche clairement. Eux et leurs clients avaient la pire unité de puissance l'an dernier, alors que par le passé, ils étaient la référence du domaine. Il leur faudra absolument travailler ce point durant l'hiver. Pour l'instant, on attend de gros progrès du côté du moteur Ferrari. Le bloc Honda reste celui clairement à battre et on n'entend pas grand-chose du côté de Brackley. Attention, là c'est très important, sans ça, ils ne pourront rien espérer. Ils se sont très bien entendus l'an passé et leur association n'a même pas été un sujet de débat ou d'adaptation. Pour l'instant, Hamilton et Russell forment un duo parfait pour Mercedes. Le nouveau, le jeune, celui qui représente le futur, a fait des débuts idylliques, aidé par le team, appliqué en pouvant se focaliser sur son adaptation, en titillant la référence, le boss, la légende, le maître, sans mettre en péril le fonctionnement de l'écurie. Voilà qui permet d'envisager une transition vers un Russell qui deviendra numéro 1, je pense d'ici 3 ans maximum, mais une transition qui dès maintenant se fait avec un numéro 2 au niveau presque du numéro 1 et où tout le monde se pousse vers le haut, pas de temps d'attente. Pour moi jusque-là, le 113e vainqueur de l'histoire de la Formule 1 n'a pas été meilleur que celui qui a déjà gagné 103 Grands Prix. Je dirais que 2022 était une année particulière avec un Lewis qui revenait d'une terrible désillusion. Une voiture qui n'était pas à la hauteur des attentes, il a fallu la remettre au niveau. Il y a eu une dose de test qui a naturellement penché vers le plus expérimenté des deux, et puis surtout une situation qui n'a pas été envenimée par une conquête de titre, ni même de victoire. Il n'y a eu qu'une seule occasion. Je dirais qu'Hamilton était le plus costaud, le plus rapide, mais enfin pas sur tous les Grands Prix non plus, et dans tous les cas on peut dire que George était ultra proche, en ayant surtout la capacité de ne pas commettre d'erreur, d'être direct dans le match, de le regarder dans les yeux sans avoir peur et d'être complètement irréprochable. Ça reste encore un petit peu à confirmer sur la durée, malgré tout je pense que 2023 marquera le vrai début de leur duel, maintenant que les marques sont prises, que George est là et que plus personne n'a d'excuses, alors oui, ça risque de chauffer un peu plus. Et à ce petit jeu, le natif de Kings Lynn a tout d'un lion dans ce genre de scénario. Rappelez-vous de son arrêt au stand extrêmement malin sous la safety car à Zandvoort. Le bon choix, bien senti, mais qui met Lewis dans la panade sans trop de scrupules. J'ai aussi en tête sa radio au Brésil quand il est premier au restart. Il a choisi des mots très fins, très justes. Il n'a pas quémandé la victoire, mais il a mis la responsabilité d'un éventuel fiasco dans les mains de l'équipe. C'était très bien choisi et on voit qu'il a une vraie science de la course, des relations humaines et qu'il a aussi des dents très longues. Je crois donc que oui, Mercedes a d'immenses défis techniques à relever en vue de 2023, mais je crois aussi qu'il ne faudra pas oublier les individualités, notamment celles qui se trouvent derrière le volant. Si jamais le titre est en ligne de mire, ça sera pas la même dynamique. Alors au final, que doit-on attendre réalistement de Mercedes en 2023 ? Eh bien à la vue de leur discours, de leurs moyens, de leurs qualités individuelles et collectives, mais aussi de leur passé, je crois qu'il n'y a pas à tortiller, ils sont des candidats au titre, en tout cas ils doivent l'être. Oui, Red Bull part avec de l'avance et Ferrari est toujours là, mais la dynamique est bonne, l'ambition doit être telle et surtout ils n'ont plus le droit à l'erreur. L'échec de 2022 n'est excusable que s'il ne dure qu'un an. C'est donc une année décisive qui ne doit pas être ratée. Ils doivent jouer les titres et retrouver leur niveau d'antan. Voilà où on en est au mois de février 2023. C'est ça qu'on doit attendre de Mercedes. Et si ce n'est pas au rendez-vous en décembre, on parlera encore d'un échec. Et cette fois, ça deviendra difficile à gérer. A vous maintenant de me dire ce que vous attendez de Mercedes, si vous les imaginez tutoyer à nouveau les sommets. Je vais essayer de faire ce genre de petit format concernant pas mal d'équipes d'ici à la reprise. On verra un petit peu selon le calendrier.
N'hésitez donc pas à commenter, je vous attends pour ça, pour qu'on en discute, à liker, à vous abonner, c'est très important, je le répète à chaque fois. D'ici là, on se quitte avec Enzo Ferrari, qui espère que 2023 sera l'année du rebond pour Mercedes. Malin, à bientôt.